Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler d'un dossier qui devient de plus en plus sensible dans l'Union européenne, les échanges secrets de SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, le groupe américain, américano-allemand, à propos de l'achat de vaccins contre le Covid par l'Union européenne. Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe des Verts et vous êtes aussi la vice-présidente de la commission spéciale sur le Covid-19. Et vous êtes l'une des premières à avoir attiré l'attention sur cette affaire qui relève de pratiques commerciales pour le moins opaques, on va dire tout de suite, au plus haut niveau de l'Union européenne. C'est ça qui est important, au plus haut niveau de l'Union européenne. C'est pas une ou deux personnes comme ça, c'est le plus haut niveau qui est concerné. On reviendra tout à l'heure sur l'actualité de cette affaire, parce qu'il y a une actualité de cette affaire. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un peu la base de cette affaire de SMS secret, donc entre la présidente de la Commission européenne et Pfizer, pour l'achat, rappelons-le, si les chiffres sont exacts, de 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid. C'est le plus gros marché de vaccins qui est passé de l'Union européenne. Autour de 35 milliards d'euros. Donc c'est un des plus gros marchés. C'est ça. Donc c'est pas une petite affaire dont on parle là. C'est une très grosse affaire. Mais il faut revenir un peu avant. Crise du Covid. Si vous voulez, le Covid 2019, fin 2019 en Chine. L'OMS le déclare pandémie en janvier. Et là, c'est le branle-bas de combat. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, donc on fait au plus vite. Donc la décision de la Commission européenne, d'abord, c'est de dire on va faire des achats groupés. Parce que si on ne fait pas d'achats groupés, chaque pays va vouloir négocier avec les labos et les pays pauvres n'auront pas accès au vaccin. Donc ça part d'une bonne intention. Là-dessus, il y a 6 contrats qui sont faits, avec donc 6 labos différents. Après, il y en a 3 autres. Mais c'est Pfizer, c'est Sanofi, c'est CureVac, enfin bon. Et on leur donne déjà de l'argent pour qu'ils mettent au point des vaccins. Sachant qu'on pensait que ça prendrait plus d'1 an pour mettre des vaccins. Donc cet argent a été donné sur un budget qui a été voté par le Parlement. Mais lorsqu'ils ont passé les contrats, de suite, plusieurs parlementaires, dont moi, ont dit « mais on veut avoir accès au contrat. On veut savoir c'est quoi les conditions du contrat. » Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà le prix du vaccin. Est-ce qu'il y a un brevet ou pas de brevet ? Est-ce qu'ils ont les capacités, vous voyez, de fabriquer ce vaccin ? Est-ce qu'il y a une responsabilité en cas d'effet secondaire ? Qui prend le risque et qui va indemniser ? Et là-dessus, on nous répond non. C'est secret commercial, on vous le donnera à la fin des contrats. On ne nous les a jamais donnés. Hein. Et il a fallu d'ailleurs, pour clôturer cet épisode, que 5 députés verts attaquent la Cour de justice européenne pour avoir accès au contrat. C'est ça, on en reparlera tout à l'heure, effectivement. Oui. Et puis, au mois de mai 2021, il y a eu 3 autres contrats, dont un avec Pfizer et un des plus gros contrats. Parce que, pour tout vous dire, comme les Pfizer faisaient avec BioNTech des vaccins à ARN messager, c'était ceux qui marchaient le mieux. Donc, tous les vaccins maintenant qui sont disponibles, c'est les vaccins Pfizer. Et à l'époque, c'était déjà plus de la moitié des vaccins qui étaient achetés par l'Union européenne. Tout à fait. Parce qu'il y a eu les premiers contrats avec Pfizer, c'était 200 millions de doses, plus 100 millions optionnels, et encore un contrat de 200. Et là, c'est le 3e contrat. Et là, on apprend par les États-Unis que des SMS sont passés entre notre président de la Commission européenne et M. Burla, qui est directeur de Pfizer. Mais on leur dit, mais attendez, là, il y avait un comité de pilotage, un comité d'experts, qui a décidé 1,8 milliard de doses. Vous voyez, parce que déjà, il y avait plus de 600 millions de doses qui avaient été déjà vendues. Pourquoi 1,8 milliard ? Et ça a été quoi, la négociation du prix ? Et est-ce que, par exemple, il y a l'obligation pour les États membres d'acheter ? Parce qu'au fur et à mesure que les choses passaient, on s'est aperçu que Pfizer avait mis une clause en disant bon, c'est 1,8 milliard, on les sépare en deux, 900 millions, 900 millions, 900 millions obligatoires pour acheter et 900 millions optionnels. Mais dans les 900 millions où les États membres avaient l'obligation de les acheter jusqu'en 2023, même si la situation d'urgence n'avait plus lieu. Et on se trouve exactement dans cette situation à l'heure actuelle. Vous voyez, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des négociations secrètes avec Pfizer parce que
tous les États membres ne veulent plus acheter les doses, il n'y a plus de demande. C'est ça. Donc ils disent, mais on ne va pas dépenser des milliards d'euros pour acheter des doses qui vont être stockées et qui vont être périmées, vous voyez, dans les 6 mois ou les 1 an. Donc on a demandé l'accès à ces SMS. La Commission nous a dit... Qui ont duré longtemps. Rappelons qu'il y a une série de SMS, c'est pas 2 SMS. Ça date d'avril 2020. Donc on demande, la Commission dit non. La médiatrice est saisie. Et la médiatrice dit, mais enfin, c'est des SMS, c'est la même chose que des mails. Vous voyez, c'est des documents officiels, vous devez les donner. Et après, la Commission dit, on ne les trouve plus. Alors moi, je suis intervenue en plénière pour dire, attendez, c'est quoi ça? À n'importe quel voleur, criminel, on retrouve les SMS par les opérateurs. Ils sont en mémoire, donc qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on ne peut pas les retrouver? Et pourquoi ça nous pose question? Parce que, vous voyez, au tout début de la pandémie, ils avaient mis en place tout un protocole, vous voyez, ce comité de pilotage, où il y avait des représentants des États membres, ces experts qui évaluaient, vous voyez, un peu les différents types de vaccins. Mais là, c'est carrément notre présidente qui a passé un contrat. Les choses se passaient ailleurs, en réalité. Les choses se passent ailleurs. Et ça, c'est outrepasser, si vous voulez, les traités européens. Et c'est ce que dit la médiatrice. Elle dit, là, il y a une maladministration. Et même, elle dit récemment, il y a une obstruction de la Commission européenne. Vous voyez, c'est grave, obstruction. C'est ça. Là-dessus, la Cour des comptes européenne... C'est ça, sans mail. Sans mail, mène l'enquête. Elle demande tous les contrats. Elle obtient tous les contrats, sauf le 3e, le plus important, où elle dit, mais ils sont où les contrats de prénégociation? Où sont ces réunions d'experts et ces réunions de comité de pilotage? Donc, la Direction générale de la santé leur donne tout, sauf qu'on n'a pas accès à ces contrats. Et ça confirme bien que, vous voyez, il y a eu des relations directes entre la présidente et M. Bourla. Après, on a créé la commission Covid et on a dit à M. Bourla, le directeur de Pfizer, vous venez vous expliquer. Il devait venir, au dernier moment, il envoie sa directrice commerciale qui dit « je ne peux pas répondre à la question ». On le réinvite une nouvelle fois, il dit « je ne viens pas ». Et pourtant, il va à Davos. Vous voyez, il a du temps pour aller à Davos, mais pas pour les députés européens. Donc on a décidé de bloquer l'entrée du Parlement européen aux gens de Pfizer. Ils n'auront plus leur badge. Et puis on a demandé l'audition de notre présidente de la Commission européenne, que Mme Ursula von der Leyen vienne s'expliquer sur ces SMS. Parce que là-dessus, il y a eu le Watergate, corruption de certains députés. C'est ça, on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement, ce n'est pas la seule affaire, c'est surtout une affaire de haut niveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne concerne pas 2-3 députés qui auraient eu des comportements pas très clairs, ça concerne quand même la présidente de la Commission européenne dans ses rapports avec une énorme boîte sur une énorme affaire qui est une histoire de santé mondiale. Des tas de choses se sont jouées à ce moment-là, quoi. C'est des milliards, et surtout qu'il y a 2 jours, c'est carrément le journal New York Times. On en revient à l'actu dont on disait tout à l'heure. Le journal américain qui, voyant qu'en Europe ça ne bougeait pas... Parce que c'est eux qui avaient lancé l'affaire. Exactement. Eh bien, ils disent, on saisit la Cour de justice européenne. New York Times. Moi, je voulais faire une intervention aux députés pour leur dire, attendez là, vous imaginez, notre rôle de député européen, c'est de contrôler l'exécutif. On n'a pas accès aux documents. On est obligé de saisir la Cour de justice européenne. Et qui maintenant nous fait des leçons de transparence, c'est les Américains qui nous attaquent. Parce qu'on n'a pas accès. Donc ça veut dire que la Commission européenne ne joue pas le jeu, mais que les députés européens, ils doivent tout faire pour faire en sorte à ce qu'on ne puisse avoir le contrôle de l'exécutif. Il y a quand même quelque chose d'incroyable dans le fait que ce soit un journal américain qui porte l'affaire devant la justice. Pour non-accès aux documents. Voilà, pour non-accès aux documents à l'intérieur de l'Union européenne, des institutions de l'Européenne, et quelle institution? La Commission européenne. Alors qu'on peut imaginer qu'il y a quand même un tas de recours possibles, et vous en avez cité un certain nombre, qui n'ont rien donné. C'est ça. La médiatrice, la Cour... Vous voyez, quand j'ai auditionné la Cour des comptes européenne, je leur dis, mais si vous êtes la plus haute institution, vous ne pouvez pas obtenir les documents. Alors qui peut le faire? C'est ça. Qui peut le faire? D'autant que c'est une nouveauté. D'habitude, on donne les documents à la Cour européine. C'est l'instance suprême. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus le respect du traité européen. Donc c'est très grave cette affaire. Et moi, en tant que député, je ne veux pas être complice de ça. Donc j'interpelle mes collègues en disant, mais il faut qu'elle vienne être auditionnée. Donc elle ne nous a toujours pas dit oui. Vous voyez, à la commission Covid.
Et puis, il faut que la Commission divulgue ces documents, parce qu'elle est en porte-à-faux. C'est pas normal qu'elle fasse de la rétention d'informations. C'est pas eux qui gouvernent, c'est les parlementaires qui doivent contrôler la Commission. Et là, ils font comme si... Il s'agit d'argent public européen, enfin, je veux dire... Comment voulez-vous que des citoyens européens qui voient la corruption de certains députés, alors je dis bien de certains, parce qu'il ne faut pas vous imaginer que tout le monde est corrompu, c'est certains députés qui avaient des liens avec des États tiers. On parle du Qatargate, là, voilà. par exemple. Mais c'est peut-être avec on va trouver des choses avec le Maroc, avec l'Azerbaïdjan, etc. L'enquête se poursuit, hein, tout sérieusement. à fait. Et ça se fait par l'extérieur. Oui. C'est un procureur belge qui investigue au niveau des députés européens. Maintenant, nous, on dit, la Commission fait pareil. La Commission ne sort pas les informations, donc nous, on ne peut pas les contrôler. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Hein. Que peuvent cacher ces SMS, du coup? Parce que cette résistance paraît incroyable. Moi, je pense que la présidente, d'abord, elle a outrepassé ses droits. Elle ne se rend pas compte. D'abord, elle méprise aussi le Parlement européen. Et puis, elle a des connaissances. Parce que, vous voyez, il y a quand même des choses troubles dans son comportement. Elle connaissait certainement Pfizer, enfin, M. Bourla. Son mari n'est pas clair non plus, parce qu'il y a des conflits d'intérêts et même des délits d'initiés. Dans la mesure où son mari, M. Echo von der Leyen, a un laboratoire aux États-Unis qui s'appelle Organisis, et il a créé des filières et des filiales, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, en Grèce et en Italie. Et certaines de ces filiales utilisent des fonds européens. Non, mais vous expliquez ça, on est où, là? Alors, nous, on a interpellé la Commission en disant, mais enfin, il y a un conflit d'intérêts, là. Il y a même un délit d'initié. Son mari qui utilise des fonds de relance européens, alors qu'on a vu que ces filiales, c'était des boîtes postales. Donc, déjà, ça, c'est pas clair. On a une présidente qui passe directement des négos en court-circuitant tous les experts, parce que maintenant, regardez la situation que sont les États membres. Pfizer dit, il y a 500 millions de doses que vous devez acheter. L'Italie, elle doit acheter 120 millions de doses. La France, 100 millions de doses. Il n'y a plus de besoin de doses. On va donner des milliards à Pfizer, qui sont devenus tous milliardaires. Évidemment. Tout ça parce que les contrats étaient mal passés avec la Commission. Donc on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Elle a une responsabilité dans la corruption. Vous voyez, vis-à-vis des laboratoires, elle n'avait pas à négocier autant de doses. Ou qu'on me donne les experts qui lui ont dit qu'il faut acheter autant de doses. Alors, au début, parce que c'est les Polonais qui nous ont mis l'alerte, ils nous ont dit, il y a à peu près 6 mois, on ne veut plus acheter des doses. Parce qu'on nous pousse à acheter des doses, mais nous, l'argent, on préfère le donner aux Ukrainiens qui arrivent dans notre pays. Et la commission paniquée fait une réunion à Varsovie, et elle dit, bon, Pfizer a accepté de prolonger les délais. Mais prolonger les délais, mais pas de ne pas acheter les doses. Bien sûr. Et même Pfizer menace d'attaquer en justice la Commission européenne. Ce qui signifie qu'il y a des accords quelque part qui ont été signés. Exactement. Et dont on aimerait bien connaître le contenu. Et bien nous, on demande des comptes. Ouais, c'est ça. Mais quels moyens, justement, vous disposez pour faire ça? Parce que là, on vient de passer en revue un certain nombre de démarches qui ont déjà été faites, y compris là maintenant des démarches devant la justice. C'est pas tout à fait la première fois, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? On a l'impression d'être dans ces institutions européennes, le pot de fer contre le pot de terre, et incapable d'avoir des informations qui relèvent de la simple démocratie publique, j'allais dire. C'est des informations qui devraient être... Il n'y a plus de démocratie. On a des institutions européennes, bon, très bien, moi je les défends, parce que je défends les valeurs liées à l'Europe, mais il y a un dysfonctionnement, parce que la Commission a pris le pouvoir, et la présidente de la Commission européenne, elle n'est pas digne d'être présidente d'une commission, parce que elle n'outrepasse ses droits. Donc, quelles sont les voies possibles? Il y a la voie de la justice. Parce que là, il y a quand même 2 choses. Moi, en tant que député, on a saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à la transparence des contrats, qu'on n'a toujours pas eu. Pas marché. Là, il y a le New York Times qui a saisi aussi la Cour de justice européenne. Là, c'est pour connaître ce qu'il y a dans les SMS. Contenu. Et il y a le procureur européen. Puisque le procureur européen a été saisi, vous savez que c'est une nouvelle instance pour regarder les problèmes de corruption vis-à-vis du budget de l'Europe, et il mène une investigation. Ça, c'est la voie juridique. Et puis,
moi j'essaie de développer une voix, je dirais, de députés européens en disant réveillez-vous. Vous êtes en train de vous faire avoir sur cette suprématie de la Commission. La Commission, elle obéit aussi à des règles. Il y a un traité européen. On doit avoir accès à ces documents si on veut contrôler l'exécutif. Eh bien, bougez-vous. Donc, en ce moment, ben voilà, il y a deux voies possibles. Et précisément, comment ils réagissent, les députés, ceux avec qui vous en parlez? Est-ce qu'ils prennent cette affaire au sérieux ou est-ce qu'on dit, bon, voilà, oui, c'est une petite Écoutez, ils histoire. prennent cette affaire au sérieux si ça devient politique. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut quand même revenir à cette pandémie. Vous savez, moi, j'étais assez critique sur la gestion de cette pandémie à cause justement de ce manque de transparence. Mais pour beaucoup de députés, leur ligne politique, c'est de dire il ne faut pas trop attaquer la Commission. On est sorti de cette pandémie grâce aux achats groupés, tatati, tatata, et grâce Donc, peu importe ce qui s'est passé en dessous. que les labos ont trouvé un vaccin. Tu vois, ils sont là-dessus. Et moi, je leur dis très bien ça. Sauf que nous, on nous a mis à l'écart. On a utilisé ce qu'on appelle une situation d'urgence pour que ça soit que la Commission et les États membres. Parce que les États membres, ils sont complices de ça. Alors maintenant, ils râlent parce qu'ils ne veulent plus acheter des doses dont ils n'ont plus besoin, puisque ça a très mal été négocié par la Commission. Mais eux, il fallait qu'ils mettent le nez. Ils y étaient dans les comités de pilotage. Donc, on est dans une situation, je trouve, très inconfortable. Et on pourrait retrouver la confiance des citoyens européens à partir du moment où il y a une volonté des députés européens d'exiger de la Commission qu'il lâche les... C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, il y a cette affaire, bien entendu. Il y en a d'autres. Alors, pas de même nature, d'accord, mais enfin, il y en a quand même d'autres. Il y a des histoires aussi de corruption ou de passages publics-privés qui sont sans arrêt dénoncés par beaucoup d'entre vous, etc. J'allais dire, c'est une image qui est donnée du fonctionnement de l'Union européenne qui est loin d'être claire, dans une période qui est quand même une période importante, puisque bientôt, il va falloir réélire tout ce petit monde. Est-ce que c'est pas une image, effectivement, enfin, quels sont les effets secondaires, j'allais dire, d'une histoire comme celle-ci? Ben écoutez, c'est vraiment une affaire politique, ça. Soit on continue à fonctionner comme ça. Et si on continue à fonctionner comme ça, on voit qu'il y a des corruptions au niveau des députés, pourtant il y a des règles, mais s'il n'y a pas un organe de contrôle, c'est comme le gendarme, ça. Hein. S'il n'y a pas des gendarmes avec des contraventions, ben les gens... roulent de plus en plus vite, etc. et ne respectent pas le code de la route. Ben là, c'est pareil. On avait des comités d'éthique, mais qui étaient constitués de députés. Et en plus, si ces députés avaient vu, par rapport à une investigation, qu'il y avait des députés qui avaient un fonctionnement qui n'allait pas, il faut qu'ils demandent à la présidence du Parlement. Et, donc, et là, tout est bloqué. Départ, Pareil à la Commission. À la Commission, j'ai regardé... Il y avait 360 demandes de portes tournantes, c'est-à-dire des gens de la Commission qui voulaient aller dans le privé. Et sur ces 360 portes tournantes, il n'y en a que 3 qui ont été interdites. Tous les autres sont allés dans le privé. Donc c'est des gens qui ont des carnets d'adresses énormes. Pantouflage. Et qui vont dans le privé pour donner les relations, etc. Mais ce n'est pas normal du tout, ça. Donc hier, il y a eu un débat ici pour dire qu'il faut qu'on crée un comité indépendant, transparent et interinstitutionnel, que ça touche aussi bien le Parlement, de la Commission, du Conseil, des agences, vous voyez, qui chapeautent tout ça, qu'ils soient indépendants, qu'ils aient des moyens d'investigation et aussi des moyens de sanction. Et moi, j'ai rajouté à ce que tous les dossiers soient publics. Parce que si ça reste, comme à l'heure actuelle, dans une opacité où on n'a pas accès aux documents... Manque de transparence... Voilà. Total. Donc, il faut utiliser vraiment ce scandale pour doter l'Europe d'instruments de contrôle. Pour l'instant, ils sont inefficaces puisque ça fait un stress test. Mais vous voyez, bien sûr. Ce scandale du Watergate, eh ben, on monte cette opération, on définit bien le code d'éthique, et puis la transparence de tous les documents avec des moyens financiers. On a vu, vous le disiez tout à l'heure, on a vu dans l'affaire du Qatargate, donc on rappelle cette affaire de corruption, 2
quelques députés européens pour l'instant qui ont reçu de l'argent pour soutenir la candidature du Qatar au vote de ces résolutions d'urgence. Voilà. Ouais. On a vu qu'il y avait effectivement une réaction tout de suite du Parlement européen, de la présidente du Parlement européen, pour dire on va mettre en place des mesures pour éviter que ça se reproduise, etc. On voit bien aussi qu'il n'y a pas une appétence extraordinaire du Parlement pour dire bien sûr, tout de suite, immédiatement, on vote ça. On sent qu'il y a des réticences aussi. Ah, il y a des réticences. Par exemple, Mme Metsola, qui est présidente du Parlement, elle a dit on a 14 propositions. Ces propositions ont été discutées, elles ont été améliorées, mais elles touchent vraiment les anciens députés, elles touchent la transparence sur les gens que vous rencontrez quand vous faites un rapport. Mais par exemple, elles ne dénoncent pas qu'un député ici, eh bien, il peut avoir un deuxième job où il touche 10 fois plus que ses indemnités en tant que député. Ce qui est déjà pas mal. Et surtout, c'est que s'il fait un rapport, on ne regarde pas s'il n'a pas un conflit d'intérêts avec son deuxième job. Non mais attendez, on est où? En France, vous savez que ça a été aussi une guerre là-dessus. Il y avait plein de députés qui avaient des comités de conseil et ils étaient jugés partis. Il y a des conflits d'intérêts. Bien, tout ça, il faut vraiment le mettre à plat. Et puis, il faut quand même qu'il y ait un organisme qui contrôle ça. Il y a urgence, parce qu'encore une fois, les élections européennes, c'est bientôt. Or, ces histoires de corruption ou de manque de transparence, ça circule. Mais soit on sort par le haut, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un dysfonctionnement et que les choses ne sont pas suffisamment claires, qu'on met ce comité d'éthique, vous voyez, transparent et surtout indépendant et rapidement d'ici fin 2024, vous voyez, avant la prochaine législature. Et là, on va redonner confiance aux citoyens européens. Si on ne fait rien, parce qu'il y a plein de groupes, ils ne veulent surtout pas rendre des comptes. Et pourquoi ils ne veulent pas rendre des comptes? Les Verts ont toujours été un parti vraiment qui essayait de pousser chaque fois. Ça fait plus de 2 ans que tout est prêt, que cet organisme, vous voyez, on a discuté. Mais qui refuse? C'est la Commission aussi. Vous voyez, c'est pour ça que Ursula von der Leyen, moi, franchement, je lui en veux, parce qu'elle ne joue pas la transparence. Et les institutions européennes sont attaquées de toutes parts. Donc, franchement, moi, je les défends parce que c'est vraiment une échelle sur laquelle on peut donner des messages, on peut avoir une politique pour le plus grand nombre, on peut éliminer la pauvreté, vous voyez, si on a une volonté politique, et surtout répondre aux défis planétaires. Et là, on s'aperçoit qu'à plus haut niveau, c'est des affaires politiques au niveau des partis, et qui sont en train de détruire. Vous voyez, une gouvernance comme ça, c'est l'autodestruction de l'Europe. Et moi, je dis, si on veut maintenir notre Europe, il faut qu'on se bagarre sur ces outils de contrôle. Donc on en est tous responsables. Les députés sont responsables du dysfonctionnement de la Commission. Parce que s'il y a une motion de censure, on dit, c'est une motion de censure, vous avez outrepassé vos droits, les traités ne sont pas respectés. Vous voyez, il y a la médiatrice, il y a la Cour des comptes européenne qui le dit, etc. Et on laisse faire. Le laisser-faire à l'heure actuelle est très dangereux. C'est pour ça que je me rebelle. Je leur dis, mais on ne peut pas accepter ça. Ça va remettre en question votre discours sur la pandémie. Eh bien, c'est pas grave. Là, il y a un enjeu plus fort, c'est recrédibiliser l'Europe. Merci beaucoup, Michel Rivasi. On continuera bien sûr à suivre cette affaire parce que c'est loin d'être terminé. Ça a même rebondi cette semaine. Tout à fait. Avec vous. On verra ça. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.